Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur la chaîne Basket Session Reverse pour votre point quotidien sur l'actualité basket. Aujourd'hui, je suis rejoint par Théophile Messer. Alors avec Théo, on va décrypter ensemble l'actualité. Il y a un peu de matière quand même ce vendredi en fin de mois d'août, notamment grâce à Yanis. Théo, Yanis Antetokounmpo, qui a donc donné une interview au New York Times, interview dans laquelle il met on peut appeler ça un petit coup de pression, pas déguisé pour le coup, envers la direction des Bucks. C'est-à-dire que Yanis Antetokounmpo est éligible à une extension le mois prochain, mais aussi l'année prochaine. Et dans les deux cas, il dit déjà qu'en gros, il n'a pas forcément l'intention de signer tout de suite, mais ce qu'il veut d'abord, c'est avoir la certitude que la franchise est déterminée à aller chercher un titre et que c'est le seul et unique objectif des Bucks et que c'est que s'il a cette impression-là, qu'il re-signera avec les Bucks. Est-ce que tu penses que c'est juste un petit coup de pression ou est-ce qu'il y a peut-être quelque chose derrière? Bah écoute, non, je pense que c'est vraiment un coup de pression. Par contre, surtout au vu de ce qu'on a pu voir ces dernières années, je trouve que c'est fait avec beaucoup d'élégance en fait. D'une part parce que il reste du temps pour que Milwaukee puisse prendre l'information et s'assurer de rester compétitif. C'est pas comme parfois on l'a déjà vu où c'est genre à 3 mois avant le début d'une saison où un mec qui dit ouais si on n'a pas l'équipe qu'il faut, je veux me barrer. Et tu sais que de toute façon l'équipe elle peut rien faire et que toutes les autres équipes regardent en disant bah ouais mais venez faire des deals avec nous et que en gros ils vont se retrouver avec le couteau sous la gorge et ils vont être obligés de sacrifier tout leur avenir pour récupérer deux mecs en fin de carrière et essayer de satisfaire leur star. On sait que ça marche pas. Donc déjà il y a ça. Et par ailleurs, ce qui m'a vraiment plu, en fait, moi, dans la quote de Yanis, c'est qu'il parle vraiment d'état d'esprit, en fait. Il demande pas, il dit pas, il faut qu'on gagne un titre, même si derrière, il dit, je veux jouer encore plusieurs années et je veux pas être un mec qui va jouer 20 ans et qui aura gagné qu'un seul titre, donc il veut gagner des titres. Mais ce que j'ai aimé, moi, c'est sur l'état d'esprit, c'est est-ce que tout le monde est sur la même longueur d'onde dans ce qu'il demande? Est-ce que tout le monde est prêt à faire les sacrifices que moi je fais en étant loin de ma famille, en me donnant? Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment, t'es plus sur on parle tout le temps de culture de la gagne, de culture dans certaines franchises. J'ai eu l'impression que Yanis, finalement, c'était là-dessus qu'il mettait l'accent. Sur effectivement, bien sûr, que l'équipe et le roster soient compétitifs, mais il y avait un aspect qui m'a plu, moi, qui était de il faut qu'on soit tous ensemble sur les mêmes objectifs, qu'on soit déterminés et qu'on soit prêt à fournir le boulot pour nous mettre en position de pouvoir gagner. C'est comme ça que j'ai ressenti sa déclaration. Et bah, comme souvent avec Yanis, quand même, j'ai trouvé que c'était bah, assez rafraîchissant finalement de voir une superstar s'exprimer de cette manière-là, quoi. Non, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est le mec qui est conscient, ça va rejoindre ce que tu dis, que c'est pas gagner, c'est un accomplissement extraordinaire et qu'il y a une part de chance, il y a qu'une seule équipe qui gagne. On sait à quel point c'est dur de gagner un titre. Lui, j'ai l'impression qu'il a conscience, qu'il a compris ça et que c'est effectivement, comme tu dis, pas juste, bah, on doit absolument gagner, mais c'est on veut tout faire pour gagner et ça commence donc par l'état d'esprit et au niveau des dirigeants, l'état d'esprit, ça va être d'essayer de faire les moves qui peuvent te permettre de gagner, mais sans qu'au final, il y ait une obligation concrète de résultat. J'ai l'impression qu'en gros, si les dirigeants des Bucks mettent vraiment en place les bons moves, mais que derrière, ça ne se matérialise pas par un titre pour X ou Y raison, parce qu'il y a plein de facteurs qui peuvent jouer. Ça peut être une blessure, et on l'a vu récemment, les blessures de Chris Middleton ont peut-être coûté à Milwaukee au moins une autre finale, peut-être même un titre. La blessure de Yanis aussi sur les derniers playoffs. Donc j'ai l'impression que si Milwaukee, si le front office fait tout pour mettre en place une équipe très compétitive, quitte à prendre des risques, quitte à faire des sacrifices, de pics, de jeunes joueurs, etc. Et que derrière, bah, il y a des faits, que ce soit bah, des faits de jeu, ils tombent sur une équipe plus forte, etc. Ou des choses qui empêchent Milwaukee d'être champion, j'ai l'impression que ça le poussera pas automatiquement vers la sortie. Ouais, complètement. Et ce qui est intéressant, je trouve, moi aussi, dans sa phrase, c'est que j'ai eu le sentiment que ça impliquait pas que le management, en fait, que c'était Ouais, aussi quelque chose qu'il envoyait. Enfin, c'est un message aussi qui est donné à ses coéquipiers et à toute l'équipe, en fait. Et puis, bah, derrière, si. Enfin, voilà, c'était dans une interview donnée au New York Times. N'hésitez pas à aller la lire en intégralité. Mais derrière, il y a tout un passage qui est vraiment sympa aussi sur la ville de Milwaukee, l'importance que cette ville a eu pour lui dans sa vie. Le fait qu'ils disent, à un moment, il dit, de toute façon, quoi qu'il arrive, ça sera toujours mon équipe. C'est là que les gens m'ont donné ma chance de pouvoir montrer ce dont j'étais capable. Donc, tu vois, finalement, c'est une pression. De toute façon, dans le sport de haut niveau, il y a de la pression en permanence. Mais
j'ai pas eu le sentiment, tu vois, que c'était comme d'autres situations plus récentes où t'as l'impression qu'une star met un ultimatum à son équipe, et dans bien des cas, des ultimatums qu'on trouvait irréalisables, en fait, tu vois, avec des demandes où tu te dis, mais c'est impossible, en fait, qu'est-ce que tu veux que l'équipe fasse? Et je veux dire, il suffit de se rappeler du coup de pression qui avait été mis par LeBron il y a pas si longtemps aux Lakers, qui avait fait arriver Russell Westbrook. Finalement, les Lakers ont finalement réussi à la grande surprise à pouvoir pivoter et finalement faire en sorte que ce deal-là les plombe pas pour le restant de la carrière de LeBron aux Lakers. Mais on a bien vu à quel point ça avait été désastreux sur le court terme, ou même, je pense à James Harden aux Rockets quand il a voulu faire. Alors, c'est pas de bol, ça tombe à nouveau sur Russell Westbrook, mais alors que moi j'aime plutôt bien le joueur, mais bref, ça avait aussi été désastreux. Et derrière, en plus, James Harden s'était barré et Houston est encore en train de se relever de tout ça. Donc moi j'ai trouvé que c'était. J'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé que voilà, au moins Milwaukee sait à quoi s'en tenir. La franchise sait à quoi s'en tenir. Et j'ai trouvé que ça faisait plutôt mec qui joue carte sur table plutôt que coup de Mm. pression voilà, d'une star. Ouais, je suis d'accord avec toi. Encore une fois, avec Yanis, il y a toujours ce côté un peu différent dans l'approche, presque plus authentique, j'ai envie de dire. Tu parlais il y a des fois ce genre de coup de pression, en fait, c'est plus une manière déguisée de montrer que j'ai envie de partir, quoi. Quand il y a des mecs qui demandent absolument la lune dans les 6 mois qui viennent, c'est une manière de dire, bon, j'ai envie de me barrer, les gars, prenez une décision maintenant. Donc bon, ça c'est toujours cool de la part de Yanis. Tu as cité les Lakers, notamment avec LeBron James. Les Lakers, on peut imaginer que ça sera forcément l'une des équipes qui va suivre ça de très près. On sait que LeBron, son contrat expire en 2024, potentiellement en 2000, si je dis pas de bêtises, j'ai d'un coup un 2025, énorme ça sera 2025, mais 2025. il a une Une option, option. il a une option pour arrêter un an plus tôt, c'est ça? Ouais. Oui, voilà, donc il peut être libre en 2024. Alors Anthony Davis, c'est un peu plus loin, mais bon, voilà, après le départ de LeBron, les Lakers, de toute façon, chercheront à rester compétitifs. Donc il y aura l'envie de signer une star. Donc niveau timing, on n'est pas trop mal si Yanis venait à rompre son contrat et à se retrouver libre en 2025. On peut imaginer que les Lakers se jetteraient dessus tout de suite. Bah ouais, complètement. De toute façon, on sait très bien que euh, les Lakers, après le départ, on imagine même qu'ils sont déjà un petit peu, dès maintenant, en train de préparer l'après LeBron. Ils vont Ouais. bien sûr essayer de tirer le maximum des dernières saisons de LeBron. Comme tu disais, là, son contrat s'arrête en 2025. Il peut l'arrêter avant. En 2025, il aura 40 ans. Ça sera le moment où Anthony Davis, lui, sera encore sous contrat jusqu'à l'été 2028. Donc, sur la fin de son prime, on peut imaginer, enfin, du moins encore des années où on peut espérer qu'Anthony Davis soit un joueur d'impact. Ça dépendra de la santé, bien entendu. Et on sait que les Lakers seront à la recherche d'une star. Comme tu le dis, Yanis, il sera au tout début de sa trentaine ou même pas, donc en plein encore dans ses années fastes. Ça sera certainement le meilleur joueur, en tout cas le meilleur free agent potentiel de cette intersaison. Euh, à condition bien sûr qu'il ne re-signe pas d'extension avant ça, hein, parce que en gros ce que Yanis disait, on est peut-être passé un peu vite, c'est qu'il ne signerait pas d'extension cet été, qu'il attendrait quoi qu'il arrive au moins l'été prochain avant de prendre une décision sur une extension potentielle, et que c'est là qu'il voulait voir si des choses avaient, si tout le monde était sur la même longueur d'onde, quoi. Oui, parce que même l'été prochain, il a dit que ça dépendrait voilà, de tout ce qu'on a dit au niveau de la mentalité, de s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde, que les dirigeants, ses coéquipiers, les coachs, etc. Après, même s'il venait à pas signer d'extension en 2025, Yanis, il pourrait toujours prolonger, enfin rester aux Bien sûr. Bucks en re-signant un nouveau contrat. Des superstars qui se retrouvent libres, on n'en a presque plus sur le marché. Entre guillemets, ça n'existe plus. C'est-à-dire on a des stars qui prennent l'extension la plus élevée possible dès qu'elles en ont l'occasion, et ça se comprend. Enfin, ça se comprend. Après, c'est un autre débat, mais on encaisse généralement le plus, et derrière, si on veut partir, on a bien vu maintenant ces dernières années, il y a cette pression qui est mise avec l'envie de départ qui est posée, une requête qui est posée à ses dirigeants. Alors, avant, il n'y a pas si longtemps, ça se faisait 1 an avant l'expiration du contrat, puis 2, maintenant, ça se fait carrément. Kevin Durant, il est parti 4 ans avant la fin de son contrat. Damien Lillard, pareil, là, il y a une demande de transfert alors qu'il lui restait beaucoup d'années de contrat. Donc maintenant, bon, je pense qu'on se dirige de plus en plus vers des superstars qui signent leur extension et ensuite demandent à partir si vraiment elles veulent partir. Il n'y a plus forcément cette free agency avec le très gros poisson à aller chercher. Alors on verra si Yanis, pour le coup, est-ce que ça changera?
Est-ce qu'il prendra une autre route? En tout cas, aux Lakers, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un effectif qui sera déjà bâti pour aller chercher un titre, a priori, si une superstar venait à débarquer, parce que Anthony Davis serait toujours là, donc tu l'as dit. Anthony Davis, personnellement, j'ai du mal à l'imaginer en leader vraiment d'une franchise, dans l'attitude, pas vraiment sur le... Alors, il peut y avoir les blessures aussi, mais vraiment dans l'attitude, il y a des moments où je me dis que ça peut pas être ta seule locomotive. Ça me Ça aurait ferait un été peu déjà le peur. cas, en fait. Je pense que s'il Ouais, avait voilà, ça en lui. exactement. Exactement. Il l'aurait déjà fait. Tu auras un Austin Reeves qui est toujours sur la pente ascendante, qui sera sur contrat, Rui Hachimura. L'attrait Lakers. Euh, bon, a priori, pour n'importe quelle superstar, tu as la possibilité tu as un effectif et quelque chose, toute une franchise qui est taillée pour aller chercher un titre. Ouais, et puis tu as forcément l'historique incroyable de cette franchise, la legacy. Tu sais que tu vas marcher dans les pas que ce soit de Magic, Kobe, LeBron maintenant et compagnie. Donc il y a toujours autant d'attrait. Et puis il y a tous les aspects, bien sûr, extra basket. On sait que ce soit pour le business, que ce soit pour les partenariats, pour tout, en fait, Los Angeles est toujours aussi attractif pour les superstars. Il suffit de voir le nombre de joueurs qui essaient d'y aller, que ce soit aux Lakers ou même aux Clippers maintenant que l'équipe est compétitive. Donc effectivement, ça sera un gros aimant à Star. Et comme tu le disais, de toute façon, c'est vrai que la donne a complètement changé en ce qui concerne la free agency et que les Lakers, par leur pouvoir d'attraction, finalement, bénéficient encore plus de ça, je pense, que d'autres franchises, dans le sens où si une star veut venir chez eux, ils trouveront le moyen de la faire venir en fait. Parce que comme tu l'as dit, tu peux avoir re-signé une extension de contrat de 4 ans, ça fait un an que tu joues, t'en as marre. Maintenant, on l'a bien vu quoi. C'est pas que ça veut plus rien dire, mais c'est un petit peu comme si ton contrat, tu le signais avec la NBA et pas avec une franchise quoi. T'es sous Mm. contrat pour jouer en NBA pendant 5 ans et après, ben, tu te sois à Toronto, à Portland ou aux Lakers, finalement, c'est un petit peu anecdotique, on a l'impression d'une certaine manière. Et le paradoxe, c'est qu'au final, les superstars, elles choisissent presque plus leur destination en demandant leur transfert qu'en étant libre sur le marché. C'est vrai. Parce qu'en final, quand tu es libre sur le marché, tu signes là où une franchise a la place pour vraiment te donner un contrat max. Et les équipes les plus compétitives n'ont pas l'espace sous le cap pour te donner un contrat max. Donc, faut des circonstances, hein. Il y a eu les Warriors, on sait, il y a eu la hausse significative du cap un été et d'un coup, et bah, évidemment là, du coup, il y a la place. Il y a certaines équipes qui ont de la place et qui, en faisant quelques ajustements, vont être capables de signer une star, mais au final, c'est rare. Alors que quand tu demandes ton transfert, tu donnes ta liste de destinations préférentielles et on a bien vu que souvent les joueurs finissent par obtenir gain de cause et être envoyés là où elles l'ont demandé ou en tout cas dans des équipes compétitives. Et les Lakers, on en revient, les Lakers, en fait, c'est une équipe qui constamment va être citée par la plupart des stars. La plupart des superstars, elles mettent les Lakers dans leur liste de destinations. Je pense que même quand LeBron sera plus là, ça ouvrira encore plus la place. Je pense qu'il y a des superstars, pas qu'elles n'ont pas envie de jouer avec LeBron, mais elles veulent être absolument le numéro un. Quand il n'y aura plus LeBron, c'est la porte ouverte en fait. Donc les Lakers, je trouve, sont toujours dans un espèce ont cette position avantageuse vis-à-vis des autres franchises en ce qui concerne l'attrait des superstars. Bon, après, leur histoire en fait partie, mais on voit que enfin, comme tu l'as dit, c'est pas que l'histoire. Parce que si c'était vraiment la renommée de la franchise, les Celtics attireraient aussi des superstars et c'est pas le cas. Mais t'as tout à fait raison, parce qu'en fait, même on y réfléchit. Toi, j'essaie de réfléchir quelles ont été les dernières stars à vraiment attendre la free agency pour partir. Et en fait, il n'y en a pas tant que ça. Tu vois, ceux qui me viennent en tête, je pense le dernier, c'était peut-être Kawhi en partant de Toronto. Il était free agent au moment où il La signe même année que aux Jimmy Clippers. Butler. Jimmy Butler, non, t'as raison de le noter. Et après, tu remontes vite à KD quand il va aux Warriors. Et même avant ça, tu remontes très vite à LeBron quand il choisit d'aller à Miami. J'en ai certainement oublié quelques-uns, mais c'est extrêmement rare. En fait, il faut que tu sois à un niveau où un niveau de jeu dans un état de santé et à un âge où tu es sûr et certain que l'équipe qui va te signer va te donner le maximum. Sinon, les joueurs prennent pas le risque en fait. C'est plus simple pour eux de signer une extension. Là, tu es sûr de pouvoir t'as un moyen de pression qui est beaucoup plus fort parce que l'équipe qui te propose l'extension veut pas devoir partir, veut pas prendre le risque que tu partes sans pouvoir récupérer quelque chose en retour. Et alors que quand tu deviens free agent, il y a toujours ce petit risque en fait finalement quoi. Bah, Qu'est-ce toute la saison avant, une déchirure des ligaments croisés et ça y est, ton contrat. Demarcus Cousins, euh, passe à côté d'un contrat à cause, enfin, comme ça. Demarcus Cousins, s'il était plutôt dans cette époque actuelle où tout le monde signe des extensions, il aurait sans doute signé une extension à l'avance
Et du coup, au moment de sa blessure, il aurait toujours eu son gros contrat. Là, lui, il s'est blessé 6 mois avant l'expiration de son contrat et sa free agency, alors qu'il était l'un des meilleurs pivots de la ligue à ce moment-là. Et bon, il y a ouais, c'est vrai que. Et d'ailleurs, on peut rendre, j'en profite, LeBron quand même respect parce que mine de rien sur ça, il est toujours allé au bout de ses contrats. Alors, il a fait le choix de signer des contrats courts, il misait sur lui-même, mais pour le coup, bah, c'est vrai qu'il a jamais eu ce côté de je réclame mon départ. Je mets. Alors, il mettait la pression sur ses franchises autrement, justement en signant des contrats courts et en disant bah, dans un an, j'ai encore le choix de faire ce que je veux. Mais au moins, il n'y a jamais eu une demande de transfert comme ça, comme ont pu faire Paul George, Kyrie Irving, James Harden, etc. Bah, etc. non, mais t'as raison de le noter, hein. En fait, il a les contrats courts. Alors, tu peux dire d'une certaine manière, tu peux dire, oui, bah oui, mais normal, il a pris des contrats courts, du coup, il peut mettre la pression constamment sur une franchise. Mais c'est aussi, pour choisir des contrats courts, faut que tu acceptes de parier sur toi-même, en fait. Ouais, Parier c'est sur le ça. fait que tu vas pas te blesser, que ton niveau va pas chuter d'un moment à un autre. Et ça, il y a pas tant de gens, pas tant de joueurs que ça qui sont prêts à prendre ce pari. Et tu parlais de DeMarcus Cousins. Moi, l'exemple qui me reste tout le temps en tête, c'est Willie Green, l'actuel coach des Pélicans qui était un très bon joueur de basket. Moi, j'aimais vraiment bien, notamment quand il était à Philadelphie. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour lui. Il sortait de sa meilleure saison. Alors, c'était pas une superstar, hein, on n'est pas sur ce type de profil de joueur, mais il venait de signer, de finir sa meilleure saison. Il s'attendait, voilà, à justement pouvoir tester le marché pour aller chercher la plus grosse offre. Et il s'est fait les ligaments du genou pendant l'été, alors qu'il était encore free agent. Et derrière, il a jamais pu signer le gros contrat qu'il espérait. Il a continué à faire une belle carrière malgré tout dans un rôle plus de vraiment de role player, backup, etc. Mais ça, je pense que c'est limite le premier truc que tous les agents de joueurs disent à leurs joueurs quand il y a ces discussions-là. Je garantis que voilà, tu dois avoir DeMarcus Cousins et Willie Green doivent être dans les exemples que Ouais. les agents sortent à leurs joueurs systématiquement, quoi. On peut essayer de trouver quelques exemples de noms de joueurs qui pourraient éventuellement aussi être libres, alors que ce soit pour les Lakers ou autres, en 2025. Et ça va rejoindre ce qu'on dit, c'est qu'au final, le marché, il risque d'être très calme parce qu'il n'y a pas énormément de gros free agents prévus pour 2025 ou 2026. Ouais, bah il y a. Alors dans la liste, alors, attends, je vais ressortir la liste que j'avais trouvé une liste, mais de tête, il y avait Jamal Murray, de ce qui me semble. Alors je sais pas si c'est. J'allais dire, je sais pas si c'est niveau superstar, mais après tout, quand je vois les Ouais. playoffs qu'il vient de signer, bah, ça sera quand même. Voilà, il sera encore suffisamment jeune pour prétendre à ce type de position. Alors, il y aura les. Donovan Mitchell, peut-être. Donovan Donovan Mitchell. Mitchell, voilà. Il y aura peut-être, ça reste à voir, mais Paul George et Kawhi Leonard, les deux seront en théorie free agent à condition qu'ils ne re-signent pas avec les Clippers d'ici là. On sait que c'est la grosse. Enfin, ça sera l'occasion d'une autre discussion, mais c'est le gros point d'interrogation au-dessus des Clippers, quoi. Est-ce qu'ils vont les re-signer, à quel tarif, sur combien d'années? Enfin, c'est le gros de la discussion. Je sais pas si toi, tu avais repéré d'autres joueurs qui étaient notables dans cette Bah, discussion. alors, et après, il y a les Jalen Bronson. Il y a plein. En fait, il y a. Le truc, c'est, par exemple, dans les un peu plus jeunes, il peut y avoir des Jalen Brunson, Laurie Markkanen, mais ça revient à ce qu'on vient de dire juste avant, c'est qu'en fait, il y a de fortes chances que ces gars-là signent en fait déjà une extension et ne se retrouvent jamais vraiment Exactement. libres, mais signent juste une extension et réclament un jour leur départ si besoin est, s'ils en ressentent l'envie ou le besoin pour le coup. Euh, Ouais, à la limite, un Laurie Markkanen, mais est-ce que vraiment ça serait considéré comme une superstar? Il est sur cette voie pour l'instant, on ne sait pas encore ce que ça va donner. J'imagine qu'il y aura constamment des rumeurs autour de Shai Gilgeous-Alexander dans le futur. Donc au final, c'est pas vraiment qui sera free agent, c'est plutôt quelle superstar serait. En fait, la vraie question qu'on devrait se poser, c'est quelle superstar serait amenée à vouloir changer d'air. Je pense Ouais. qu'on peut penser à Zion. Je pense que Shai Gilgeous-Alexander, ça dépendra toujours des résultats du Thunder. Je pense qu'il ne serait pas contre jouer ailleurs, mais que tant que le Thunder est performant et compétitif, il n'y a pas de raison pour lui de partir. Et pour le coup, c'est une équipe d'avenir. Je ne sais pas, Anthony Edwards peut-être à un moment. J'imagine que Minnesota aura une forme de pression. Peut-être du côté de Boston, hein, si les choses tournent pas comme il faut dans les 2-3 saisons qui viennent. Ouais, Jalen Brown, Jason Tatum. Tatum est censé être free agent dans pas si longtemps, mais pareil, on sait qu'il va signer une extension. Par contre, après, voilà, il y a toujours cette menace de bon, bah, ça marche pas, moi je veux partir, ou Jalen Brown, moi je veux partir, ou voilà, il y a toujours cette pression-là.
Après, Je, c'est vrai je que la vois- question sera de voir si les Lakers seront en mesure, tu vois, d'avoir un package suffisamment intéressant pour choper ce type de joueur à ce moment-là de le. Oui, ça sera peut-être effectivement une autre franchise, mais oui, là, on rentre dans une discussion plus large. Du coup, ce serait pas forcément Los Angeles. Je pense que toutes les superstars de petits marchés, ces équipes-là ont une forme de pression d'une manière. Je pense à, par exemple, je vais en citer trois: Zion, SGA et Anthony Edwards. Alors, pour le Thunder, pour l'instant, ça se passe bien. Mais si la progression, elle n'est pas aussi rapide qu'attendu, ou si ça ne monte pas aussi haut qu'attendu dans les 2, 3 prochaines années, on peut se demander si Shai Gilgeous-Alexander, il n'aura pas envie d'aller jouer ailleurs. C'est une possibilité. Toutes les stars n'auront pas la patience voilà, de se dire, ah bah là, Joel Embiid, évidemment, que je n'ai pas cité, mais je pense que ça, pour le coup, c'est peut-être même le premier qui sera sur le marché. Il y a Anthony Edwards, mais il y aura peut-être avant ça, il y aura sans doute Karl Anthony Towns. En tout cas, il y a des superstars qui risquent de se retrouver disponibles, je pense, dans les prochaines années. Trae Young, et ça fait quand même un paquet de noms, mine de rien. Ouais, de toute façon, on sait que les Lakers sont. Ça s'est jamais démenti. Ça fait rêver les joueurs. Quand les joueurs veulent y aller, ils trouvent le moyen d'y arriver. Je m'en fais pas trop pour l'avenir des Lakers et sur le fait qu'ils puissent trouver un nouveau visage à leur franchise après le départ de LeBron. Je pense que ça devrait bien se passer. Ouais, c'est sûr. Alors, on va enchaîner avec autre chose. Ça concerne un peu les Lakers, un peu les LeBron James, mais surtout Dylan Brooks. Dylan Brooks qui a donné une interview. Donc, Dylan Brooks, juste pour un petit rappel, pendant les playoffs, donc il avait beaucoup, beaucoup parlé, notamment sur le fait que bon, il allait éteindre LeBron, on va dire en verbatim. Enfin, c'était pas tout à fait ça, mais l'idée était là qu'il allait éteindre LeBron. Ce qui s'est passé, c'est que LeBron, il a tourné à 22 points par match et à plus de 60% au tir quand il était défendu par, Par Dylan Brooks. par Dylan Brooks. Les Lakers ont éliminé les Grizzlies au premier tour. Grizzlies qui avait pourtant l'avantage du terrain. Et ce qui est fou, c'est que dans une interview donnée en fait de Dylan Brooks récemment, il a quand même déclaré, ouais, qu'il avait le sentiment qu'il avait fait le taf, quoi, qu'il avait maîtrisé les Browns. Donc je sais pas dans quel univers parallèle il vit Dylan Brooks, mais apparemment on n'a pas vu les mêmes matchs, quoi. En fait, la côte, elle est trop marrante et limite, tu sais, ça me. Alors, autant il m'a saoulé l'an dernier, tu vois, je trouvais ça irrespectueux que ce soit avec LeBron ou quand il lui disait ouais, je respecte personne genre pour que je Qui m'a respecte pas un mis joueur, faut qu'il m'ait 40 mis points. 40 points sur la tête. Je trouvais ça absurde. Son trash talk avec Klay Thompson, je trouve ça absurde aussi. Bref, j'en pouvais plus de le voir. La limite, ça m'a plutôt fait marrer en fait qu'il soit dans le, tu sais, qu'il veuille pas lâcher l'affaire. En fait, en gros, il dit ouais, I got him ou un truc comme ça, genre ouais, je sais que comme tu dis, c'est même pas que je faisais mon taf, mais c'est genre, ouais, j'arrivais à le maîtriser, à le contrôler, quoi. Après, voilà, c'est ça, c'est LeBron, il a l'âge qu'il a, et tu le contrôles, mais quand tu le contrôles, il a 22 points à 60% de réussite. C'est aussi. C'est un petit peu, tu sais, comme. Il y a une campagne de playoff où Michael Pietrus avait été. On l'avait nommé le LeBron LeBron, Stopper. Et en LeBron fait, Stopper. LeBron, il est genre à 40 points de moyenne sur la série. En fait, c'est pas une pique envers Michael Pietrus. C'est juste que, ouais, t'arrives à le maîtriser ou à le contenir à 40 points de moyenne. C'est déjà une performance en soi, quoi. Donc, la phrase de Dylan Brooks m'a plutôt fait marrer. Finalement, je trouve ça marrant qu'il reste sur qu'il reste sur Ouais, il garde sa sa même ligne. ligne directrice, on va dire. Voilà, exactement, qui reste là-dessus. Après, là où je lui donne pas tort, par contre, il dit aussi dans la côte, ouais, on- j'ai beaucoup parlé, donc on veut faire croire que c'est à cause de moi qu'on a perdu la série. Là, je partage. C'est pas simplement à cause de Dylan Brooks que les Grizzlies sont pas passés face aux Lakers. Je pense même que c'était pas vraiment une surprise que les Grizzlies passent pas face aux Lakers vu le contexte. Il n'y avait pas Steven Adams, voilà, une équipe un peu diminuée qui manque d'expérience. Mais ouais, c'est quand même. Je me demande ce que ça va donner, franchement, maintenant qu'il devra être une espèce de leader qui devra encadrer les autres jeunes Rockets. J'attends de voir ce que ça va donner, quoi. Ouais, il a beaucoup approuvé, il a quand même signé pour 80 millions. Après, tout n'est pas garanti. Donc, lui, pour le coup, il a intérêt c'est le moment, c'est la saison pour redorer son blason, montrer que c'est pas juste un mec qui parle, que c'est aussi un joueur de basket, etc. Il a pas mal de pression. Et je te rejoins, je trouve qu'il a été très, très, très vite placé en bouc émissaire, et même par les Grizzlies eux-mêmes, qui, dès l'élimination, il y avait tout de suite les news qui sont sorties sur le fait que les Grizzlies le prolongeraient pas, etc. Ce que je trouve très très moyen venant de la part de la franchise.
d'avoir tout de suite décidé que ce mec était bouc émissaire, alors que la superstar de cette même franchise se retrouve dans je ne sais combien d'histoires. Alors oui, ils ont suspendu par moment Ja Morant en interne, mais bon, voilà, c'est la gestion la gestion des joueurs et des égos à Memphis me titille. Ouais, non, mais c'est clair. De toute façon, il y avait tellement de dossiers à gérer du côté de Memphis, qui reste une équipe hyper talentueuse avec un beau potentiel, hein. Mais effectivement, de toute façon, il fallait changer. En fait, il fallait changer l'image. Ça passait aussi par ça, Ouais, hein. Il fallait changer l'image. Dylan Brooks, finalement, c'était le fusible le plus simple à faire bouger. D'autant qu'ils ont récupéré Marcus Smart. Je suis même pas sûr qu'ils aient perdu au change. Tu vois, et oh ils bah laissent non. partir un joueur et récupèrent Marcus Smart. Je pense que c'est parfait pour eux. Donc bon, c'est effectivement, comme tu dis, il a servi de bouc émissaire, de fusible, mais c'est aussi ça, hein, quand tu joues ce rôle-là, t'es du bad guy, tu sais aussi que c'est ça qui t'attend potentiellement, ça te permet qu'on parle de toi, ça permet souvent aussi bah, finalement que si t'es performant, tes performances soient encore plus amplifiées que si t'étais un joueur un peu neutre dans l'attitude, mais par contre, il faut aussi que tu saches que quand tu te plantes, eh ben, tu vas t'en prendre 2 fois plus dans la tronche et que tu peux être le mec qui saute. T'as tout à fait. C'est vrai ce que tu dis sur les performances, parce que mine de rien, un Dylan Brooks là, qui parle pas, avec le même jeu, en fait, il peut se retrouver en dehors de la ligue. Et regarde, et je vais prendre un mec sur lequel, voilà, là, sur la chaîne Basket Session, on aime bien se moquer de lui de temps en temps, mais Patrick Beverley. Un Patrick Beverley sans l'attitude, il est plus en NBA en fait, depuis Il aurait longtemps. même jamais été en fait, sans Ouais, attitude. parce en termes de niveau de jeu, déjà, même sur la défense, hein, ça fait bien longtemps que Patrick Beverley, c'est plus un des meilleurs stoppeurs de la ligue, quoi. Et pourtant, il a encore cette espèce de réputation. Il y a encore des franchises qui le signent constamment. Il trouve des contrats. Comme quoi, oui, c'est intéressant à souligner que bah, faut être prêt à effectivement encaisser si ça marche pas, mais ça aide aussi, ça ouvre des portes. Ouais. Ce qui est marrant surtout, c'est que tu sais, les Canadiens ont cette image aux États-Unis d'être hyper neutre, hyper gentil, même t'es tout doux, etc. Et c'est trop marrant de voir, de voir Dylan Brooks, tu vois, qui est peut-être l'un des Canadiens les plus en vue maintenant en NBA, de par ses, pas forcément par ses performances, hein, parce que c'est pas le meilleur des Canadiens, bien sûr, mais du moins par le volume qu'il occupe dans l'espace médiatique. Ouais, ouais, c'est clair. Lui, s'il aurait dû faire comme Tony One Savage et se mentir sur son passeport, non, non, mais non, non, je suis américain, rien à voir. Je suis né dans l'Ohio, de quoi vous parlez. Mais enfin bon, voilà, on va refermer la page Dylan Brooks. On va terminer ici ce CQFR. On se retrouvera. Alors aujourd'hui, il y a un match de l'équipe de France de basket, hein, à 15h30 heure française contre le Canada. Ouverture de la Coupe du Monde. Il y a des matchs dès 10h. Il y a Il y aura l'Italie qui Dylan joue. Brooks, du coup. Et il y aura Dylan Brooks avec un gros duel avec Nicolas Batum. On suivra évidemment tout ça. Il y aura un live Twitch dans la foulée du match. Donc n'hésitez pas à vous connecter sur Twitch. Il y aura Benjamin qui sera là pour faire un débrief, pour parler avec vous de tous les sujets que vous voulez, mais notamment de la Coupe du Monde. Ce sera un live post-Coupe du Monde, spécial Coupe du Monde. Et nous, on se retrouvera lundi. Lundi, on se fera un CQFR du résumé du week-end. Donc, pour le coup, on parlera de 2 matchs de l'équipe de France. Celui de vendredi, donc d'aujourd'hui, et celui de dimanche. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous retrouver sur YouTube lundi pour faire un débrief complet du week-end, notamment des matchs de l'équipe de France et des autres matchs de la Coupe du Monde. Il y aura l'entrée en matière de toutes les équipes. Et donc sur Twitch, dès aujourd'hui, après le match, dans la foulée du match, il y aura donc un live. Et voilà, bonne journée à tous. Salut à tous, bonne Coupe du Monde.